L'épisode d'aujourd'hui est présenté par Eros et compagnie. Yes! Qui aujourd'hui nous présente le jouet qui s'appelle Voyageur. Ben voyons. Et là, Simon, j'ai envie que tu nous le présentes. Je vais voyager jusqu'au sac. Même si c'est un... Oups, excuse. Même si c'est un jouet pour femmes, OK, ouais. j'ai envie que... Ben, tu sais, je vais même te laisser le carton de présentation. Mike, Ouais. je suis choyé. Oui, Merci ben de- nous aussi, hein. Merci de faire ça. Ouais. Ça me touche beaucoup. Alors, le voyageur est un jouet aussi petit, discret Oui. qu'efficace. Effectivement, ça se traîne partout dans les bagages. Regarde, OK, c'est tout petit. c'est cute. Oui, C'est exact. comme un petit... Vas-y, continue ta lecture. Le voyageur est un jouet qui offre la stimulation la plus populaire pour le clitoris, la stimulation pulsion d'air. Mais c'est vrai que c'est la stimulation la plus populaire, là. Si t'as pas un susclit, parce que ça, c'est le terme qu'on emploie là, entre nous autres, un Ouais. susclit. Si t'as pas de susclit encore à la maison, t'es en retard, là. Fait que voyageur, sur le site d'Eros et compagnie, LI15 pour 15 de rabais. Donc, Oui. que ce soit pour une petite vite, tu sais que tes beaux-parents ils s'en viennent souper, t'as pas le temps, 10 minutes, bum, bum, bum. Oh non, c'est moins que 10 minutes, je Ok. confirme, moins que 10 minutes. Une stimulation supplémentaire pendant un rapport sexuel ou une stimulation lente et progressive. OK, tu peux-tu nous l'allumer? Vous serez conquise par ce magnifique jouet. Bonne découverte. On découvre ensemble. Le voyageur. On a un bidon. Un bidon ici. T'es qui- sûr que c'est ça? Oui. Ah oui, OK. Donc, on voit que ça suce. C'est ça? Ça pulse. On le voit pas, Non. là. Mais Peux-tu l'approcher de ton micro, s'il te plaît? certainement. Donc, on entend un bruit quand même assez fort, de plus en plus fort, en fait, dépendamment de... Ouh, Ça fait même différent. intermittence. Oui, c'est intéressant. Quand même des longues pauses. Moins longues Là, on peut pauses. accélérer. OK. Ah, là, c'est comme... Ouais. Ça, c'est ma préférée. Ça aussi. C'est intéressant. Ouais. On sent bien la pulsion d'air qui peut Ben, t'as même pas mis ton doigt dessus. Comment tu peux dire tu le sens? Ça... Un petit peu? Je dirais que ça, là. Je dirais qu'il y a une sensation quand All même right. intéressante. Donc, merci beaucoup, Simon, pour nous avoir présenté. Je serais pas vendeur, je m'excuse. Il est- Montre-le comme une fois à la il est caméra, beau, là. il est cute. Oui, il est doré en il est arrière. petit, il est très petit, discret, très discret. mignon, comme Oui. tout. Donc, le On voyageur. s'attache rapidement. erosetcompagnie.com, dans la section de la ligne rose. Magasinez tout ce que vous voulez acheter chez Eros parce qu'il y a plein de petits bijoux, Absolument. autant pour lui que pour elle. Oui. Donc, LI en minuscule 15, donc LI15, LI15 pour un code promotionnel qui vous donne 15 de rabais sur l'entièreté de votre commande qui reste complètement anonyme et confidentielle. Absolument. Alors, un gros merci Eros et un gros merci à vous pour vos commandes. Mouah! Sans l'aide financière de Littoral Marketing, la deuxième saison du podcast Les Infertiles n'aurait pas pu être possible. Alors, un énorme merci du fond du cœur, Gabriel Darvaux, pour ton appui financier, de payer littéralement les factures du studio de podcast pour nous. T'as pas idée comment ça nous touche. Gabrielle, c'est la femme derrière Littoral Marketing. Littoral Marketing, c'est une agence marketing spécialisée dans les entreprises régionales et touristiques. Donc, on fait pas juste des médias sociaux, mais on va vraiment vous offrir du marketing hors ligne pour aider leurs clients à optimiser leur visibilité partout. Donc, dans les services se retrouve la prise en charge marketing où là, vraiment, c'est le département marketing au complet qui est pris en charge. On va vous parler aussi d'un accompagnement stratégique où là, on accompagne la personne responsable du marketing de votre entreprise à développer une stratégie béton pour favoriser votre visibilité. On offre aussi de la formation, donc pour des groupes d'entreprises en lien avec le marketing régional et touristique. Et il y a aussi tout un volet hors piste dans lequel on vous offre un forfait de base pour vous remettre une stratégie marketing pour que votre entreprise puisse la mettre en place
par la suite. Gabrielle habite en région éloignée, donc elle connaît très bien la réalité des entreprises en région. Pour les entreprises qui souhaitent avoir recours au service de Littoral Marketing, on va vous offrir un cadeau si vous dites que vous venez du podcast On jase marketing. On jase marketing, c'est le podcast de Gabrielle qui est présentement sur pause. Mais si vous dites Hey Gabrielle, moi je viens du podcast On jase marketing, elle vous donne un appel stratégique de 30 minutes complètement gratos. Donc, dites ça, c'est votre petit cue. Donc, Littoral Marketing, Gabrielle Darvaux, un énorme merci. Si vous voulez entrer en contact avec elle, suivez-la, retrouvez-la sur Instagram sous le pseudonyme de Littoral Marketing. Notre invité pour cet épisode est professeur titulaire au département d'obstétrique, de gynécologie et de la reproduction de la faculté de médecine à l'Université Laval depuis 25 ans. Dans sa carrière, il a notamment publié 89 communications dans des congrès scientifiques internationaux spécialisés en reproduction. Ces champs de recherche visent, entre autres, une meilleure compréhension des interactions entre les gamètes au moment de la fécondation, en ayant une attention particulière sur les spermatozoïdes. Il est avec nous aujourd'hui pour aborder l'infertilité masculine en se basant sur ses connaissances acquises depuis près de 3 décennies. Monsieur Pierre Leclerc est avec nous. Bonjour, Monsieur Leclerc. Bonjour, Mme Monroy. Bonjour, Simon. J'ai pas... Oui. Simon Daou, Monsieur Daou, si vous voulez l'appeler, c'est mon conjoint. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. C'est avec plaisir, justement, que j'accepte de participer à votre émission. Bien, c'est nous qui vous remercions sincèrement parce qu'on a reçu plusieurs demandes de la part de nos abonnés d'aborder le sujet de l'infertilité masculine parce que, comme vous le savez, quand on parle d'infertilité, trop souvent, on aborde ce problème-là à la femme, alors que ce n'est pas du tout le cas. Dans la majorité des cas d'infertilité, 50% des diagnostics sont de nature masculine, dans le fond. Donc, il y a une défectuosité, il y a une problématique au niveau des spermes. Et voilà, donc, il y a eu beaucoup de... Et c'est un sujet qu'on a peu abordé jusqu'ici au podcast. Donc, vous comprendrez qu'effectivement, c'est un sujet qui nous a été demandé, qui est aussi très important à aborder. Donc, vous êtes le premier invité à aborder ce sujet-là avec nous. Donc, merci. Je pense que vous avez une expertise très intéressante et je pense que vous allez pouvoir nous en apprendre beaucoup sur le sujet, sur la genèse spermatique, parce que c'est pas quelque chose qu'on apprend, c'est banc d'école. Donc, je l'ai mentionné, vous connaissez la genèse spermatique en détail sur le bout de vos doigts, je pense qu'on peut dire ça comme ça, ainsi que tout le processus de procréation masculine. D'un point de vue des connaissances, moi, j'ai envie de vous demander, c'est quoi la différence entre vous et un médecin spécialisé en infertilité masculine? Bien, le médecin, bien, lui, c'est sûr qu'il va traiter plus la personne en tant que telle dans son entièreté. Fait qu'on va faire le diagnostic à partir de tout ce qui se passe hormonal jusqu'à la production des spermatozoïdes qu'on retrouve à la fin. Alors que moi, je vais plus être spécialisé sur la cellule, le petit spermatozoïde. Mais dans mon cas, c'est plus le spermatozoïde. J'ai des collègues, eux autres, qui travaillent plus au niveau du testicule, voir la production d'hormones au niveau des testicules, le testostérone qui est produite par les testicules. Alors qu'il y en a d'autres qui, ça va être plus tôt encore, c'est au moment de la différenciation sexuelle versus qu'est-ce qui va faire que ça va être une gonade mâle versus une gonade femelle à ce niveau-là. Fait que on est dans le plus précis un peu, alors que le médecin, lui, il regarde la whole picture, si on peut dire, là, pour s'assurer que tout fonctionne bien dans le contexte. Mais est-ce que vous pensez que pour le médecin qui est spécialisé en infertilité masculine, c'est nécessaire d'avoir les connaissances détaillées que vous avez pour être capable de traiter ces patients? Bien,
comment dire, il ne peut pas tout faire. Fait qu'il va venir me consulter moi s'il s'aperçoit que pendant les différentes analyses, il va trouver justement que les spermatozoïdes, ils n'ont pas de l'air en santé, ils n'ont pas de l'air en forme. Puis fait que là, on va pouvoir faire des études au niveau plus de nature biochimique, voir qu'est-ce qui se passe. Les spermatozoïdes ne bougent pas bien, mais pourquoi ils ne bougent pas bien? Fait que un petit peu dans ce sens-là. Lui, c'est important qu'il connaisse en gros tout, mais en particulier, les petits détails, ça, il nous laisse ça à nous autres, les biochimistes, les biologistes ou les physiologistes, ça, on peut dire. Fait que ça prend une bonne collaboration puis une bonne communication entre les deux pour s'assurer que tout fonctionne à merveille, là. Un champion dans une seule affaire, il ne sera pas champion dans toutes, là. Fait que, Mhm. on Donc fait ça. là, est-ce que ça arrive que les médecins viennent vous consulter, viennent vers vous pour dire, Monsieur Leclerc, là, il me manque un bout, pouvez-vous m'aider? Malheureusement, pas suffisamment, pas assez souvent. Justement, hier, je parlais avec la directrice de notre département, puis elle aussi, de son côté, elle voudrait qu'il y ait une meilleure communication entre les chercheurs, comme moi, qu'on dit, les chercheurs fondamentalistes et les chercheurs cliniciens ou les médecins qui travaillent dans le domaine de l'infertilité, justement pour euh, être meilleurs en ensemble, pas avoir juste une tête qui va tout penser à tout, mais justement permettre les échanges d'idées, les échanges de connaissances qui sont vraiment, tant qu'à moi, essentiels pour tout avoir pas un meilleur rendement, le mot n'est pas correct, mais avoir une meilleure efficacité, un peu une meilleure compréhension de c'est quoi le problème puis comment on pourrait essayer de le régler. C'est une question d'orgueil? C'est quoi? Qu'est-ce que vous pensez que c'est de ce manque de collaboration-là? Ah, je pense que c'est une question de culture, puis c'est pas juste ici au Québec ou au Canada, c'est à grandeur du monde, je dirais. Il y a partout, c'est ça, les médecins, les autres disent non, c'est mes affaires, c'est mon travail, je vais essayer de bien le comprendre. Oui, c'est des personnes très intelligentes, ils lisent beaucoup sur les domaines, mais comme j'ai dit, ils ne peuvent pas être excellents en tout, là. Mhm. Ils sont bons dans tout, mais ils ne sont pas excellents en tout. Fait que c'est un petit peu dans ce sens-là. On a chacun nos petits domaines de spécificité, de spécialité. Mais Monsieur Ouais. Leclerc, si les médecins ne se tournent pas vers les chercheurs scientifiques, comment est-ce qu'on fait pour avoir des traitements optimaux? Ben, c'est un petit peu ça, oui. Est-ce qu'eux, ils en font des recherches de leur côté? Pardon? Est-ce qu'eux, ils en font des recherches de leur côté, les médecins? Il y a des médecins qui en font exactement, oui, de leur côté, mais ça, ici au Canada, il n'y a pas tant que ça. C'est plus au niveau américain, mais évidemment, ils sont plus que 10 fois plus nombreux que nous autres au Canada. Fait qu'au point de vue chercheurs et chercheurs cliniciens, il y en a plus aussi. Fait qu'il y en a certains médecins qui ont oui, ils ont leur doctorat en médecine, mais aussi un doctorat un peu comme moi, un PhD en plus. Fait qu'ils font de la recherche clinique, puis ils essayent, ils ont des grosses équipes de recherche qui font justement le lien entre le patient puis qu'est-ce qu'on trouve au niveau du laboratoire. Fait qu'il y en a quelques-uns, mais tant qu'à moi, il n'y en a pas suffisant. Mhm. Si on part de la base, ça part d'où ce désir-là de se consacrer corps et âme tout au long de sa carrière à ce sujet-là? Au sujet des spermatozoïdes, Oui, c'est j'aimerais ça. juste le préciser. Oui, oui. Donc, monsieur, ça fait 25 ans C'est qu'il, ça. lui, tous les jours, il parle de sperme. Oui, bien, c'est à faire attention quand on va dans des cafétérias, si on parle trop fort, les gens se tournent autour, puis ils ne trouvent pas ça vraiment. Ils trouvent ça spécial un peu Ah comme oui. sujet de conversation. Ben, ça a commencé quand j'étais au niveau du baccalauréat, puis je m'intéressais à la reproduction en général. Puis là, j'ai eu une occasion, c'était le début un peu des systèmes de transfert d'embryons, clonage d'embryons, ces choses-là. Fait que j'étais intéressé. Fait que j'ai été mis en contact avec un chercheur ici à l'hôpital, puis il dit, ben moi, j'en fais pas tout à fait de ça, je fais de la fécondation in vitro. Je dis, oh, je trouvais ça assez intéressant, mais il le faisait à la fois chez l'animal, puis il était le deuxième au monde à avoir réussi justement la fécondation in vitro chez la vache. Pendant mon stage d'été, le premier veau est né pendant ce temps-là, mais c'était les premiers au monde à faire une technique qui pouvait faire à répétition sur le même animal les techniques de fécondation in vitro. Puis c'était le même groupe, mon directeur de thèse, lui, il était aussi, c'était lui le biologiste pour l'équipe qui travaillait en fécondation in vitro humaine. Puis c'était dans le même laboratoire que, je ne sais pas, c'est le premier au Québec, enfant qui est né. Puis c'était tout dans le même été. Fait qu'on a fait un beau gros party pour célébrer à la fois la naissance du veau éprouvette, mais aussi du bébé éprouvette, là, qu'on les appelait dans ce temps-là. Mais c'est là-dedans, voyant un peu la complexité de qu'est-ce qui se passait au moment de la fécondation,
C'est sûr, dans les livres, on apprend ça, mais ce qu'on apprend, il nous parle de la fécondation qui a lieu chez les grenouilles, des affaires comme ça, ou les invertébrés. Puis là, ben, c'est facile. Tu prends un spermatozoïde, tu prends un ovule, tu mélanges ça ensemble, tu te fermes les yeux, puis bling, c'est fécondé. Alors, quand on arrive chez l'humain ou chez le taureau ou chez le lapin ou n'importe quelle autre espèce animale, ben, ça ne fonctionne pas de même. Fait que, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que le spermatozoïde va être capable de féconder? Puis là, ben, on remonte à même avant que je sois né, quand les gens, les chercheurs essayaient de faire ça, puis ils ne trouvaient pas. Puis là, ben, ils ont fini par trouver que, ben oui, il fallait que les spermatozoïdes, tu ne pouvais pas prendre tout de suite à l'éjaculation puis les mettre avec un ovule. Il fallait que les spermatozoïdes passent un certain temps dans les voies génitales de la femme pour pouvoir être capable de féconder l'ovule. Fait que c'est de là un peu que ça m'a titillé. Ben, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Fait que c'est bien beau de la fécondation in vitro. Tu vois ton spermatozoïde, tu mets ça avec ton ovule. Ben, tu as fait un traitement avant avec les spermatozoïdes pour essayer de euh, mimiquer en anglais, là, mais essayer de reproduire qu'est-ce qui se passe dans les voies naturelles pour après ça les mettre en présence d'un ovule. Puis dire, ben, on va aller se coucher, puis demain matin, on va voir. Puis là, oups! On voyait que notre cellule ronde, qui était l'ovule, ben, est rendue en deux cellules. Puis là, ça continue le développement, mais c'est fantastique, ça, là. On part de deux choses complètement différentes, puis un embryon qui se développe out of nowhere, comme ça, là. Fait que c'était vraiment passionnant. Fait que j'ai dit, ben, il faut que je continue à savoir qu'est-ce qui se passe dans cette maudite petite cellule-là qui bouge. Qu'est-ce qui fait qu'elle va être capable d'interagir avec l'ovule, le féconder, puis produire justement un fœtus ou un bébé au bout d'un certain nombre de mois. Donc là, il y a quelque chose que vous avez dit que là, je ne savais pas, là, mais dans le fond, si j'ai bien compris, lorsqu'il y a une éjaculation, fait qu'on va dire, OK, on va dire de même, là, monsieur, il éjacule dans le vide. Il éjacule à terre. Ces spermatozoïdes ne seront pas fécondables ou ne seront pas fertiles parce que ça y prend absolument un temps d'incubation, je vais dire ça comme ça, dans des parois femelles, féminines, pour être fertilisables. C'est-tu ça? C'est-tu ça? Ah, ouais. C'est justement, ben, si on regarde toute la physiologie, le transport, ben, l'éjaculation a lieu dans le vagin. Là, les spermatozoïdes, il faut qu'ils traversent le col de l'utérus. Ouais. Tout ce qui est le liquide, il reste dans le vagin, puis les spermatozoïdes, ils se frayent un petit chemin à travers la glaire cervicale, le gros mucus qui est là. Puis là, les spermatozoïdes, avec les contractions de l'utérus, ben, ils vont se rendre jusque dans les trompes de Fallope. Puis là, ben, c'est là que les spermatozoïdes vont s'attacher aux cellules des trompes de Fallope, qui vont lui permettre justement de finir une certaine maturation. Puis quand ils vont être prêts, bien, ils vont se détacher des cellules, puis ils vont aller à l'ovule pour le féconder. Tu prends juste le sperme qui est à terre, tu mets un ovule dessus à côté, ben, il n'y a rien qui va se passer. Il faut vraiment qu'il y ait toute une étape consécutive qui se passe. Fait qu'il faut qu'ils se débarrassent du liquide du plasma séminal, du sperme en tant que tel. Puis par la suite, il faut qu'il se passe d'autres choses dans cette petite cellule-là qui va le rendre capable d'interagir. Fait que là, il y a différents principes. Il y a des protéines, des marqueurs qui vont, on appelle ça du démasquage, là, qui était comme présent dans le spermatozoïde, mais qui n'était pas sur la surface du spermatozoïde. Fait qu'il ne pouvait pas reconnaître l'ovule, parce que des fois, il y avait des molécules qui cachaient. Fait que c'est ça qui font toutes les petites étapes biochimiques qui se produisent à ce niveau-là. Puis son métabolisme, il était correct, il était actif, mais là, il faut qu'il devienne hyper actif. Il faut qu'il soit amplifié. Fait il y a toutes des petites choses comme ça qui se produisent à ce niveau-là. OK. Là, excusez, parce que là, vous avez dit une couple d'affaires qui me font grimacer parce que je comprends pas tout qu'est-ce que vous dites là. OK. Désolé. Ben non, soyez pas désolés. Hey, vous êtes là pour ça, puis nous autres, on est là pour poser les questions puis comprendre comment ça fonctionne. OK. Là, vous avez dit que pour que le spermatozoïde puisse être fertilisable ou pour qu'il puisse créer un embryon avec l'ovule, ça prend les parois génitales féminines, femelles, peu importe comment on l'appelle. Sans ça, il ne peut pas être bon, on va dire. Il ne peut pas être viable, on va dire, le spermatozoïde. Non, il va être viable. Il va continuer à bouger, mais il ne sera pas capable de féconder. OK, parfait. Mais, allez-y, excusez. Mais c'est pour ça qu'il va être viable. Il peut rester viable assez longtemps, mais la fenêtre d'opportunité dans laquelle il est capable de féconder, c'est pas des années, c'est pas des heures. Là. Fait qu'il,
C'est quelques heures, en fait, mais c'est Oui. pas en termes de journée. Même si le spermatozoïde peut rester vivant, comme on apprend toujours dans les livres, Oui. à la jeunesse, à l'adolescence, le spermatozoïde peut vivre, faut qu'il soit faut faire attention une journée avant, jusqu'à 2, 3 jours après l'ovulation, que ça peut être chose. Il va rester viable, mais les chances qu'il féconde sont quand même très faibles. Mais par contre, c'est comme la loterie, hein, il y a du monde qui gagne à chaque semaine, même si les chances sont presque pas nulles, mais presque nulles. Là, M. Leclerc, parce que nous, là, depuis le début de la saison 1 du podcast Les Infertiles, ce qu'on dit au fil des épisodes, c'est que les spermatozoïdes peuvent vivre jusqu'à 5 jours une fois qu'il y a eu éjaculation. Mais là, ce que vous dites, le bémol que vous apportez, c'est que même s'il peut vivre jusqu'à 5 jours, ça ne veut pas dire qu'il peut créer un embryon pendant 5 jours après qu'il est dans... C'est ça? Oui. OK. Fait que là, selon vous, ça serait quoi le meilleur temps dans ce cas-là pour avoir une relation sexuelle pour augmenter les chances de procréation, de conception? Ça, c'est la question à quelques millions de dollars, je OK. dirais. Normalement, ben, je vais faire le parallèle un peu avec ce qu'on retrouve chez les animaux. OK? Parce que chez l'humain, ça ne s'applique pas tout à fait. Mais chez les animaux, la femelle va accepter le mâle seulement lorsqu'elle est en chaleur. Mhm. Puis la chaleur, elle va précéder, dépendamment des espèces. Si on prend la vache, par exemple, elle va ovuler 30 heures après le début de la chaleur. Fait que c'est pendant la chaleur, elle va accepter le mâle va éjaculer. Fait que là, les spermatozoïdes vont monter, ils vont traverser l'utérus, ils vont s'en aller dans le trompe de Fallope, puis ils vont rester un bout de temps. Puis, un à un, les spermatozoïdes vont se libérer, à mesure qu'ils sont prêts, vont se libérer pour aller au site de fécondation. Fait que les spermatozoïdes sont présents au site de fécondation avant l'ovule. Fait qu'ils attendent l'ovule. En gros, c'est ça. Chez la femme, on n'a pas de chaleur, on oublie ça, ça ne fonctionne pas de la même façon. Fait que c'est pour ça que les périodes avant l'ovulation, idéalement, il faut que les spermatozoïdes soient présents avant qu'il y ait l'ovulation. OK. Mais combien de Mais, temps? Une journée? oh, non, je ne dirais pas une journée. Honnêtement, j'irais moins que ça. J'irais plus en termes d'une dizaine d'heures, peut-être, parce que sa capacité à être fécondable, le spermatozoïde, ben, c'est pas tous les spermatozoïdes sont en même temps. C'est pas un all-in, all-out. Ouais. Fait que ça arrive là, puis là-dessus, il y en a au fur et à mesure, comme j'ai dit, l'éjaculation chez les animaux, ben, ça peut arriver jusqu'à 30 heures avant l'ovulation, mais il y aura pas les spermatozoïdes vont être libérés un à un, fait qu'il y en a toujours quelques-uns qui vont se libérer, que les autres sont prêts à féconder. Fait que si l'ovule arrive plus de bonne heure ou plus tard, fait que dépendamment si la femelle a rencontré son mâle au début de la chaleur ou à la fin de la chaleur, ben, ça va faire une grosse différence. Les spermatozoïdes ne resteront pas tout en même temps. Mais ce qui est beau là-dedans, c'est justement c'est qu'ils ne sont pas tous en même temps. Fait qu'il y en a qui vont être prêts 10 minutes après, alors qu'il y en a d'autres qui vont être prêts 12 heures après. Ça permet Ouais. d'avoir une fenêtre de fécondation qui est plus longue, justement pour s'assurer du survie de l'espèce aussi, là. Donc, la période de fécondation est beaucoup plus complexe que ce qu'on se fait dire, là, dans le fond, là. Ben, c'est ça. Puis souvent, pas un reproche qu'on se fait faire, mais on se dit souvent quand on va à des congrès spécialisés, il ne faut pas oublier que qu'est-ce qu'on étudie? Ben, c'est 99,9% de la population des spermatozoïdes c'est ce qui ne se passe pas dans les causes que les spermatozoïdes sont fécondables ou très peu, parce qu'on étudie 99,9% de la population, Hmm. alors que c'est les autres qui vont féconder. Fait que, qu'est-ce qui s'est passé dans ceux qui ont fécondé? On ne sait pas si c'est exactement qu'est-ce que nous autres, on étudie dans les spermatozoïdes, dans l'ensemble des spermatozoïdes qu'on utilise, qu'on étudie. OK. Puis là, tantôt aussi, vous avez dit que dans certains cas, si j'ai bien compris, il va manquer une enveloppe cellulaire du spermatozoïde, ce qui va le rendre non fertile. Je me souviens plus exactement des termes que vous avez utilisés, là. Ben, c'est dans le sperme, dans le liquide séminal, il y a plusieurs protéines ou des gras qui vont se coller sur les spermatozoïdes, qui vont rester là, puis qui vont l'empêcher d'être fécondables. Fait qu'après l'éjaculation, il faut se débarrasser de ces choses-là. Fait que quand ils traversent le col de l'utérus avec la glaire cervicale, le mucus, ben, beaucoup de ces choses-là vont rester d'un côté, alors que le spermatozoïde, lui, il va se frayer un chemin à travers. Fait qu'il va perdre ces affaires
c'est pas des inhibiteurs, mais qui empêchent que le spermatozoïde soit fécondable, puis qui l'empêchent justement de pouvoir interagir avec les cellules des trompes de Fallope ou avec l'ovule éventuellement. Fait qu'il faut que le spermatozoïde se débarrasse de ces facteurs-là pour qu'après ça, ben, il puisse vraiment reconnaître l'ovule puis le féconder. Parce que c'est un système un peu de clé et serrure, là, le spermatozoïde puis l'ovule. C'est pour ça que le spermatozoïde humain, il va reconnaître strictement l'ovule humain et non pas l'ovule du lapin ou d'une autre espèce. Mm-hmm. En tant que chercheur, professeur qui œuvre dans le domaine du spermatozoïde depuis plus de 25 ans, je vais vous poser une autre question à quelques millions de dollars. Une question jusqu'ici à laquelle on n'a jamais eu de réponse, ni de par les médecins. Mais qu'est-ce qui va faire que certains hommes vont avoir des spermatozoïdes avec toutes les capacités à justement rejoindre et percer l'ovule, alors que d'autres vont manquer de protéines, de matière graisse ou de grâce ou je sais pas quoi pour se rendre? Qu'est-ce que, dans le fond, qui va expliquer que certains hommes vont avoir une infertilité alors que d'autres, non? Quelques millions de dollars, comme vous l'avez dit, et beaucoup de projets de recherche et de subventions qui travaillent là-dessus. C'est un petit peu... Moi, c'est vraiment sur ces portions-là que je travaille, parce qu'on parle d'infertilité masculine, ben c'est un homme sur 15, sur 10, dépendamment de quelle revue qu'on va lire. Mais là-dessus, il y a le tiers de ces personnes, de ces hommes infertiles-là, ils ont un spermogramme complètement normal, une bonne quantité de spermatozoïdes, une belle qualité de spermatozoïdes, la motilité va super bien, mais ça ne fonctionne pas. Fait que là, on rentre plus dans le domaine des fonctions des spermatozoïdes, ces mécanismes de contrôle, d'interaction avec l'ovule. Fait que là-dessus, il peut y avoir une panoplie de causes, là. Fait que moi, je regarde qu'est-ce qui se passe au niveau biochimique dans le spermatozoïde, son métabolisme. Est-ce qu'il est capable justement d'augmenter son métabolisme pour avoir une motilité plus active? Quand on regarde les spermatozoïdes, c'est pour ça qu'il y a plein de tests qui se font en laboratoire, mais qui ne sont pas encore comment dire, accessible à les cliniques d'andrologie où ce que c'est les techniciens de laboratoire des hôpitaux qui vont être capables de faire analyser ça. Il y a quelques cliniques qui sont plus spécialisées, que les autres vont regarder justement des effets, mais avec des machines à gros prix, puis avec des compétences et c'est des gens avec des doctorats qui s'occupent de connaître et d'appliquer les différents protocoles pour être capable d'évaluer ça. Fait que c'est tous ces aspects-là. Fait que juste pour reconnaître l'ovule, faut que on parlait de clé et serrure, faut qu'il y ait la bonne clé, le spermatozoïde, pour interagir. Mais la clé, c'est toutes des choses, malheureusement, qu'on ne peut pas voir quand on regarde un spermatozoïde au microscope. Il y a de l'air beau, il y a de l'air fantastique, puis on ne comprend pas pourquoi tu mets ça, parce que ce pas des choses qui paraissent. C'est pour ça qu'il faut aller plus dans le domaine de la biochimie. C'est ça, c'est le domaine de la biochimie, c'est très large comme domaine. Fait qu'on peut voir, le spermatozoïde, le tue de la protéine qui va permettre de reconnaître l'ovule. Est-ce que lui-même, il a sa machinerie qu'au moment de la fécondation, il faut qu'il perde une partie de sa membrane parce que le récepteur ou la clé est sur la membrane qui était en dessous. Est-ce qu'il va être capable de subir cette réaction-là? Fait que il y a des tests qui ont été faits dans la clinique jadis, qui étaient utilisés justement à ces fonctions-là. Puis même encore, on voudrait les utiliser, mais comment rendre ça accessible toutes les fois qu'il y a un test pour un homme infertile? C'est des tests spécialisés. Fait ils prenaient des différentes techniques. Là, maintenant, ce qu'on regarde, c'est qu'il y a des cas, il va être capable d'avoir fécondation, puis il va être capable de voir, tout a de l'air beau parce que tu as une fécondation, puis in vitro, il voit ton embryon, il développe 2 cellules, 4 cellules, 8 cellules, mais ça va arrêter là. Mais des fois, avant, ils transféraient les embryons au stade de 2 cellules. Maintenant, ils attendent plus que l'embryon ait 5 ou 6 jours avant de le transférer parce que justement, ils permettent de voir que l'embryon, il va se développer, mais sur son propre pouvoir, pas sur qu'est-ce qu'il avait emmagasiné de l'ovule au moment de l'ovulation. Mais c'est plus à partir de sa propre génétique, ses gènes, ses propres protéines qu'il crée lui-même, qui vont se faire ça. Fait que ça, c'est après le stade de 8 cellules qui vont voir ça. Fait que c'est pour ça que maintenant, les transferts se font plus tard. Fait que
s'il était capable de dépasser, ben, c'est une barrière fictive, là, c'est un bloc, en fin de compte, que l'embryon, si à un certain point, toutes les réserves de l'ovule sont usées, les réserves biochimiques, je parle, pas d'énergie. Puis là, ben, l'embryon n'est pas capable d'avoir sa propre machinerie pour permettre son développement, ben, ça va arrêter là. Alors qu'au stade, quelques jours plus tard, ben, là, tu vas voir, ben, l'embryon a continué de se développer, ben, là, tu dis, ben, il y a des bonnes chances que ça ait fonctionné jusque-là. Mais il y a des cas d'infertilité. euh, Cet espace-là se va bien, puis justement, il arrête au bloc parce qu'il y a des problèmes. L'embryon, il ne peut plus partir avec ses propres gènes, ses propres protéines. Bien là, on m'a dit, ben, s'il y a eu fécondation, ben, tous les aspects clés, serrure, motilité, tout là, ça doit être correct. Bien là, c'est peut-être plus au niveau des gènes. Fait que si ce n'est pas les gènes de l'ovule qui ont des problèmes, mais ça va être des gènes qui sont présents dans les spermatozoïdes. Mais là, je parle de gènes, mais il y a aussi l'ADN qui est contenu dans la tête du spermatozoïde. Fait que là, il y a des tests de fragmentation d'ADN qui n'ont aucun rapport sur le pouvoir fécondant des spermatozoïdes, mais c'est juste par après qu'il va avoir son importance à ce niveau-là. Fait que c'est des tests qu'on peut faire. Il y a l'Organisation mondiale de la santé se pose des questions parce que, à savoir, est-ce qu'ils devraient rendre les tests de fragmentation d'ADN obligatoires dans toutes les cliniques où on fait les spermogrammes, ces choses-là? Mais là, il y a des pour, il y a des contre, parce qu'il y a quand même plusieurs méthodes pour évaluer la fragmentation d'ADN. Fait qu'ils n'ont pas toutes les mêmes barèmes. Ils ne regardent pas toute la fragmentation de la même façon. Puis, à partir de quand que c'est normal, il y a certaines techniques, les spermatozoïdes normales, ça se rend jusqu'à, euh, mettons, 20 unités, parce qu'on peut, dépendamment des techniques, les unités vont varier d'un test à l'autre. Maintenant, ils vont dire que normal, c'est jusqu'à 20 unités, alors que pour le même test, avec le même échantillon, avec un autre test, c'est 5 unités. Fait que comment être capable de balancer puis contrôler, qu'il y ait un contrôle de qualité pour être sûr que quand le clinicien va aller voir l'homme, il va lui dire, ben, il y a vraiment un problème à ce niveau-là. Fait que c'est un petit peu des choses comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que la fragmentation d'ADN devrait être couverte dans les cliniques de fertilité au Québec? Moi, je serais pour justement parce que euh, vous l'avez dit un peu tantôt, mais sous d'autres mots, l'infertilité masculine, c'est l'enfant pauvre, un peu des tests de fertilité. C'est mal organisé, comme vous avez dit, c'est toujours considéré, il va plus du côté de la femme que du côté. Puis ça, c'est un gros, gros problème. Puis encore récemment, il y a une organisation de plusieurs chercheurs fondamentalistes, mais aussi cliniciens, qui essayent de mettre au point un système pour pouvoir dire, ben, les prochaines études randomisées, euh, les essais randomisés pour les études d'infertilité, ben, c'est quoi les paramètres qui doivent être pris en compte absolument pour dire, ben, ça, c'est une bonne étude, on peut se fier aux résultats pour être capable de prendre une méta-analyse par la suite ou changer les façons de faire pour les différents cliniciens. Mais ils commencent à faire ça, puis on parle d'infertilité masculine depuis déjà plusieurs années. Sauf que comment? Ça va être quoi les critères? Ça va être quoi les facteurs à considérer? Parce que quand on parle d'infertilité masculine, bien, la seule façon de le voir, va-tu avoir un enfant ou il va-tu avoir à ce niveau-là puis un bon développement embryonnaire? Fait il faut regarder l'homme, il faut regarder la femme parce que le spermatozoïde va être dans les voies génitales de la femme. Fait est-ce qu'il y a des problèmes d'incompatibilité à ce niveau-là? Est-ce que l'interaction entre le spermatozoïde puis les voies génitales se font de la bonne façon? Puis par la suite, ben, il y a l'embryon qui va se développer. Fait est-ce que tout est correct à ce niveau-là? Nous, au podcast, il y a un médecin qui nous avait dit que ça n'existait pas l'incompatibilité entre une personne comme étant une cause d'infertilité. Est-ce que vous êtes d'avis contraire? J'aurais tendance à être pas mal d'accord avec cette personne-là. Que ça n'existe pas, l'incompatibilité comme cause d'infertilité? Ouais. OK. J'aurais tendance. Je n'ai pas de preuves à l'appui, j'ai pas de chiffres, mais j'aurais tendance à dire ça parce que la diversité fait partie de la vie. Puis, il y a toujours des systèmes en reproduction, c'est ce qu'on s'est aperçu depuis plusieurs années. On regardait différents aspects, justement, les contacts entre le spermatozoïde puis l'ovule.
Ben, au début, on avait plutôt une façon un peu réductionniste de voir les choses. Puis on dit, ben, c'est du un pour un. Il y a une clé, il y a une serrure, puis ça finit là. Et là, après ça, il dit, ouais, mais le gars du laboratoire du pays d'à côté, lui, il a une autre clé, puis ça marche aussi de la même façon. Puis il y en Hmm. avait un autre, il y en avait un autre. Fait que là, finalement, c'est-tu une clé, une serrure, ou bien si c'est un groupe de clés avec un groupe de serrures, puis sinon, il ne fonctionne pas, l'autre à côté, l'autre serrure va fonctionner. Hmm. Fait qu'il y a beaucoup des systèmes de redondance là, qu'on appelle, là, puis qui pouvaient fonctionner à ce niveau-là. Fait que là, on ne parle plus d'une protéine, mais d'un complexe de protéines. Mais c'est un complexe, bien, c'est toutes des protéines individuelles qui sont situées ailleurs, qui n'ont aucun contact entre eux autres mêmes, mais qui sont impliquées justement dans la fécondation. Parce que le but, c'est qu'il y ait fécondation puis qu'il y ait un développement. Fait qu'il y a plein de Pour choses à ce résumer niveau. ce que vous avez dit là, par rapport à un homme qui aurait un bon résultat de spermogramme, mais qui pourrait quand même être non fertile. Donc, dans le fond, vous avez dit, en gros, c'est pas parce qu'un homme a un bon spermogramme que il va être fertile nécessairement. Vous l'avez dit, il faut aller au-delà, il faut aller beaucoup plus loin, il faut parler de biochimie, il faut aller dans l'analyse des spermatozoïdes, etc. Donc, qu'est-ce qu'une fragmentation d'ADN va amener de plus comme données qu'un spermogramme? Ben, le spermatozoïde, s'il y a trop de fragmentation d'ADN, Mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire trop de fragmentation d'ADN? C'est quoi une fragmentation d'ADN? Moi, je comprends pas. OK, OK. Je vais essayer. Ben, l'ADN, c'est comme euh, un gros ruban Ouais. qui contient là-dedans tous les gènes pour les protéines que le corps va avoir besoin puis qu'il va avoir sur chacune de ses cellules. Fait qu'on parle, quand ils ont tout séquencé le génome humain, je pense qu'il y avait une vingtaine de mille, environ 20 000 gènes qui ont été répertoriés, qui ont été séquencés. C'est pas toujours un gène va donner une protéine, parce qu'un gène peut donner plusieurs protéines, bien, toutes des isoformes, des petites différences à ce niveau-là. Fait que s'il y a un gène qui est cassé, qui est coupé, bien, il va y avoir quelques protéines qui ne pourront pas être produites finalement. Fait que c'est ça. Puis l'ADN, la fragmentation d'ADN, là, il y a des études qui essayent de voir est-ce que c'est toujours sensiblement au même endroit que ces fragmentations-là? Est-ce qu'il y a des gènes en particulier qui sont plus sensibles que d'autres? Ça, on ne sait pas. Ou est-ce que c'est complètement aléatoire, puis advienne que pourra à la fin, puis il y a du monde qui vont être chanceux, puis il y a du monde qui ne seront pas chanceux. Tout ce qu'on sait présentement, c'est qu'il y a des corrélations entre une augmentation de fragmentation d'ADN, puis une augmentation des fausses couches. Des fausses OK. couches à répétition. Fait que ça, il y a des liens comme ça qui ont été faits, mais des liens, c'est pas des liens cause à effet, mais c'est des corrélations à date. Puis ils essayent de trouver, ben, s'il y a une corrélation justement avec les fausses couches, y a-t-il un gène en particulier qui est toujours coupé, qui est toujours fragmenté, qui va empêcher justement l'expression d'une protéine qui est importante pour que le bébé reste implanté? Donc, quand on dit faire une fragmentation d'ADN, c'est qu'on va regarder s'il y a des gènes ou des chromosomes de l'ADN du spermatozoïde qui est coupé. C'est ça? Ouais. Fait qu'on va regarder s'il y a des défauts chromosomiques sur le spermatozoïde. Ben, quand on parle de test de fragmentation d'ADN, on ne va pas se préciser pour dire ben, c'est le chromosome 3 qui a une fragmentation là. On regarde l'ensemble de l'ADN des spermatozoïdes. Fait qu'on prend le noyau du spermatozoïde, puis là, on le décondense d'une certaine façon. Puis avec ça, c'est capable de voir avec des techniques de gel, de biochimie ou peu importe les techniques, mais on va être capable de voir ben, s'il y avait une fragmentation d'ADN, ben, on est capable de. Il y en a que c'est des marqueurs qui vont être capables de reconnaître. D'autres, c'est justement si on fait migrer dans un champ électrique, l'ADN qui est fragmenté va se migrer de telle façon, alors que s'il n'est pas fragmenté, il va migrer de telle autre façon. Fait toutes des choses comme ça, mais c'est pas, on n'a pas encore le point de précision pour dire, ben, c'est tel chromosome à tel gène que ça soit. On veut s'en aller vers là. Mhm. Là, présentement, on n'est pas encore rendu là. Mais M. Leclerc, c'est des tests, corrigez-moi si je me trompe, là, mais c'est des tests qui sont assez méticuleux parce que, Seigneur, ça mesure que c'est gros comment, un spermatozoïde? Ben, chez l'humain, on parle de 50 microns. Fait que si on dit qu'un dixaine, l'épaisseur d'un dissous, c'est 1 millimètre, ben, 1 micron, c'est 1 millième de ça. Un Puis là, millième d'un millimètre.
Oui. Puis là, vous êtes en train de nous expliquer... On a 50 de ça. Ah, mon Dieu! Fait que là, vous êtes en train de nous expliquer qu'on va prendre un spermatozoïde qui est gros comme rien, puis que là, Ouais. on va rentrer dedans au noyau, puis que là, on va le décortiquer, on va l'analyser, là. Ben, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un groupe de spermatozoïdes, là, ils en pipettent à quelques milliers, puis on met ça sur une plaque. Puis là, ben, après ça, ben, on fait l'immigration dans un champ électrique, par exemple. C'est une technique qu'on fait nous autres ici. Puis là, on regarde avec des colorants pour l'ADN. On regarde au microscope. On voit, ben là, ça migrait de telle façon. OK, c'est fragmenté. Ça migrait de telle autre façon. OK, ça, c'est pas fragmenté. Fait qu'on est capable de différencier. Fait que là, on calcule les spermatozoïdes. Ben, il dit, ben, il y avait 50% qui étaient fragmentés. Donc, c'est pas un bon signe. Il y a des médecins qui disent qu'il n'y a rien à faire pour améliorer la qualité spermatique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ah, ça, je trouve ça trop facile à dire. OK. C'est- Dans quel sens? Euh, il y a des choses, c'est sûr qu'il y a des causes qu'on ne peut rien faire. Il y a des causes, c'est génétique. Par Tu sais, exemple. si on a une protéine, un gène qui a une mutation dedans, puis qui fait qu'il est absent ou qui est coupé, ben c'est dommage, mais C'est génétique, on peut rien faire. génétique, on ne peut pas rien faire. OK. Il y en a d'autres, ben, ça peut être épigénétique. Puis ça, ben, c'est modulable un peu en fonction de tout notre mode de vie qu'on peut avoir avec ça. Fait qu'il y a certaines marques épigénétiques qui ont été trouvées, qui sont associées avec l'obésité, par exemple. Ou d'autres qui ont été avec la fumée de cigarette. Fait que là, ça, quand c'est des choses un peu de style de mode de vie, il y aurait des choses à faire à ce niveau-là. Sauf que la spermatogénèse, ça prend quand même plusieurs semaines à se produire pour le premier spermatozoïde. Puis, il y a beaucoup de ces choses-là qui se produisent au moment de la puberté, quand ça commence. Mais c'est sûr que quand on a 14, 15, 16 ans, on ne pense pas qu'on va pouvoir se reproduire, mais qu'on ait 30 ans, là. Mhm. Alors, tous les aspects mode de vie, les habitudes, les saines habitudes de vie, ça commence là. Hmm. Mais le petit joint que tu prends à 15 ans, ben, peut-être qu'il peut avoir des effets vraiment plus tard à ce niveau-là parce qu'il va avoir affecté certaines caractéristiques de la fabrication de tes spermatozoïdes déjà à ce niveau-là. Fait que ça peut créer des problèmes par ça. Donc, quand on parle de spermatogénèse, dans le fond, c'est un terme qui veut dire fabrication, production de spermatozoïdes, dans le fond, au fil de la vie masculine, c'est ça? Puis ça commence à la puberté, puis ça finit à la mort. En général, là, OK. c'est à peu près. Vous avez dit tantôt que vous ne travaillez pas tant que ça avec les cliniques de fertilité. Moi, je vous écoute depuis tantôt. C'est énormément de recherches, énormément de connaissances. À qui vous faites part de ces résultats-là pour faire avancer la cause? J'imagine que c'est pas une étude qui meurt dans le laboratoire, là. Non, non, non. Ben, nos publications, quand on les envoie, ben, on les envoie dans des revues spécialisées que normalement, moi, mon public cible, c'est les autres chercheurs du domaine, mais aussi les cliniciens qui sont intéressés là, au domaine, qui vont lire ces articles-là, pour que les autres vont pouvoir peut-être moduler un peu les différents tests qu'ils vont faire dans les cliniques ou les différents traitements qu'ils vont pouvoir faire dans les cliniques. C'est que ça, c'est une façon. Puis l'autre façon, ben, c'est quand on va dans des congrès scientifiques, euh, c'est les gens qui sont intéressés au domaine qui vont là. Fait que tu as les autres chercheurs, mais tu as aussi les chercheurs cliniciens qui sont là. Fait que récemment, ben, du 29 mars au 1er avril, il y en avait un à Washington, c'est l'American Society of Andrology. Puis c'est le gros congrès international. Puis il était couplé en plus avec l'International Society of Andrology. C'est un congrès conjoint. Lui, il y a lieu à tous les 4 ans, l'autre, il a lieu à tous les ans. Fait que là, ça met les deux en même temps. Fait qu'il y avait des chercheurs de partout à travers le monde qui étaient là. Fait que là-dessus, tu avais, comme je parlais tantôt, certains cliniciens qui viennent des grosses cliniques, qu'eux autres qui ont des grosses équipes de recherche à la fois fondamentales, biochimiques et des cliniques qui sont associées avec des cliniques de fertilité ou d'andrologie. Puis il y avait les autres chercheurs qui, eux autres, ben, c'est ça. Toi, tu as trouvé un petit point du puzzle. Moi, j'ai trouvé un autre petit point du puzzle. Fait qu'on va essayer de monter toute l'histoire avec ça. Est-ce que vous avez croisé des collègues québécois ou c'était juste des collègues américains qui étaient là Euh, ou qui des vont collègues, dans ce type de congrès-là?
Et des collègues québécois, on en a. C'est sûr que nous autres, ici à Québec, on a quand même plusieurs chercheurs qui travaillent en reproduction masculine, pas juste sur les spermatozoïdes, mais aussi sur d'autres glandes reliées, l'épididyme, qui est collé aux testicules puis qui aide justement à la production de spermatozoïdes de bonne qualité. Ben, une fois qu'ils sont produits, mais qui viennent là rajouter des choses dessus pour s'assurer qu'ils soient fertiles. Tu as plusieurs chercheurs aussi de Montréal, de l'Université McGill, mais aussi de l'Université de Montréal ou de l'Institut national de recherche scientifique, l'INRS. Fait que, on est quand même plusieurs. Au Québec, on est un bon groupe, je dirais, en reproduction masculine. On se connaît pas mal toutes, puis on se parle toutes. OK, aussi. good. Tant mieux. Contente de savoir ça. Reste avec moi 30 secondes, s'il te plaît, parce que c'est très important pour moi de te parler de Littoral Marketing. C'est Gabriel qui paye notre facture, fait que j'y dois bien ça. Littoral Marketing, OK, c'est une agence marketing spécialisée dans les entreprises régionales et touristiques qui va vous offrir, qui va vous parler là, de marketing, là, mais de A à Z. Les médias traditionnels, les événements et les interactions directes, promotion et relations publiques, il n'y a pas de secret pour Littoral Marketing. Tu veux une prise en charge marketing, un accompagnement stratégique, de la formation, un volet hors piste, tout est là. Suivez-la sur Instagram sous le pseudonyme de Littoral Marketing. Vous avez nommé l'épigénétique tout à l'heure. J'aimerais juste que vous nous rappeliez en détail ce que c'est que l'épigénétique pour s'assurer qu'on comprenne bien. Puis pour qu'on comprenne aussi c'est quoi le rôle qu'on peut avoir sur notre épigénétique. L'épigénétique, bien, quand on parle de génétique, on parle des choses qui sont héréditaires. OK? Mais l'épigénétique, il vient modifier un petit peu cette chose-là parce que c'est comme si notre génétique, que ce soit, je prenne une cellule de mon doigt ou une cellule de mon nez, ils ont tous le même bagage génétique. Mais ils sont pas toutes, c'est pas tous les mêmes gènes qui sont exprimés de la même façon. Fait que c'est pour ça qu'un nez ressemble à un nez, puis un doigt ressemble à un doigt. Fait que, il y a des protéines qui sont exprimées d'une façon, de l'autre façon dans l'autre espèce. Mais l'épigénétique, en plus de ça, ils viennent dire, ben, compte tenu de telles conditions, ben, un tel gène, on ne l'exprimera pas. Fait qu'il va y avoir des différences entre les individus, mais ces marques-là, pour empêcher la transformation, même si c'est une cellule de mon doigt, mais s'il y a une marque génétique sur une protéine en particulier, n'importe laquelle peut faire l'affaire, mais de génération en génération, ben, cette marque-là peut rester là pour plusieurs générations s'il n'y a pas eu d'autres changements épigénétiques qui vont avoir. Fait que ça vient compléter un peu le bagage héréditaire qu'on peut avoir. Puis ça peut être affecté justement par des conditions du style de vie, des habitudes de vie. Puis un des exemples de ça, c'est les grandes famines en Irlande qui ont eu dans les années 1800 ou 1700, je ne me souviens plus exactement. Fait que quand ils sont toutes, c'est la grosse famine. Fait que les personnes, les femmes qui étaient enceintes, qui sont aperçues, c'est que leur enfant, quand même, quand il est arrivé aux États-Unis ou en Amérique, ben là, il y avait une alimentation normale, mais il avait été tellement privé pendant qu'il était en Irlande que là, il y avait une capacité d'absorber tous les nutriments de façon beaucoup plus efficace que les populations du pays, les Américains d'origine. Fait qu'ils ont eu tendance à faire de l'obésité, justement, parce qu'ils mangeaient la même affaire, mais eux autres, ils absorbaient mieux puis ils étaient plus efficaces pour les produire. Fait qu'ils avaient tendance à être obèses. Puis ils sont aperçus que pas juste les enfants qui étaient dans le ventre de la mère quand elle est partie d'Irlande, ou les enfants qui avaient subi la famine là-bas, mais même leurs enfants et leurs petits-enfants avaient encore cette tendance-là à devenir obèses. Fait que c'est la même chose aussi pour les marques épigénétiques qu'on peut retrouver au niveau des spermatozoïdes. Mais là, au niveau des spermatozoïdes, ça commence un peu à se faire étudier, voir, oui, on voit des marques épigénétiques. On ne les comprend pas encore toutes. On sait qu'il y a certains gènes qui peuvent être affectés par l'épigénétique de façon préférentielle dans les spermatozoïdes comparativement aux ovules, par exemple. Puis, ça va rester il y a encore beaucoup d'études qui se font à ce niveau-là, puis voir, ben, est-ce que ça peut affecter la fertilité, en fin de compte?
Donc, un homme qui aurait une mauvaise qualité spermatique, dont le père avait aussi une mauvaise qualité spermatique, mais l'homme qui en prend conscience là, ou connaissance là, qu'il n'a pas une bonne qualité spermatique là, parce qu'il vit de l'infertilité, qu'est-ce qu'il peut faire pour changer cette épigénétique-là? Ça, honnêtement, là, c'est une question que je me pose beaucoup parce que partout, quand on lit les articles, ils disent tous que c'est quelque chose qui est modifiable. C'est modifiable par l'environnement. Environnement avec un grand E, là, c'est tout Mhm. génétique, là. Euh, mais de quelle façon, justement? On voit juste les causes, les aspects négatifs de ces marques épigénétiques-là. Mais s'il y en a des négatifs, il doit en avoir aussi des positifs, là. Mhm. Comment que ça peut se faire? Puis, une fois qu'on a fait cette marque-là, vu qu'on sait que souvent ces marques-là sont réversibles, mais pourquoi qu'ils ne le sont pas? Qu'est-ce qui fait? Est-ce qu'elles sont vraiment irréversibles? Est-ce qu'elles autres sont devenues irréversibles ou c'est juste que les mécanismes pour la réversibilité de ça sont affectés d'une certaine façon? Ça, ben, il y a encore des études pour quelques années, je dirais, à ce niveau-là. Alors, si on ne sait pas encore comment faire pour renverser l'épigénétique ou si vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec les médecins qui disent qu'il n'y a rien à faire pour améliorer la qualité spermatique, selon vous, Monsieur Leclerc, qu'est-ce qu'un homme peut faire? Quelles sont toutes les options pour un homme d'améliorer sa qualité spermatique? Il y a des études qui ont été faites. euh, Puis c'était surtout dans le contexte du stress oxydatif qu'on pouvait trouver, parce que ça affecte beaucoup la qualité spermatique. S'il y a trop d'oxydants versus si les mécanismes d'oxydation et réduction, le côté contraire. Ça pouvait jouer avec ça. Puis là, on parlait ben, des antioxydants, ben, on peut en prendre. Il y en vend en vente libre un peu partout. Puis il y a des chercheurs plus approfondis un peu spécifiquement pour les spermatozoïdes. Ils avaient été capables d'élaborer un certain cocktail, base de vitamine C, vitamine E, puis d'autres types d'antioxydants. Puis qui était capable finalement avec ça de diminuer l'aspect du stress oxydatif qu'il peut avoir sur les spermatozoïdes. Fait que là, ce qu'ils sont aperçus, c'est que les spermatozoïdes fonctionnaient beaucoup mieux. Le pourcentage de motilité était amélioré, mais aussi la qualité de la motilité qui est évaluée pour les vitesses, puis la vélocité du mouvement, puis tous les paramètres du mouvement, il était aussi amélioré de ce côté-là. Sauf que ils n'ont pas vu vraiment des effets sur la fertilité par la suite. Il y a des études qui ont montré oui, d'autres qui montraient non. Fait que c'est des tout petits échantillons. Fait que c'était pas assez fiable pour dire ben, on peut en faire une valeur sûre pour dire ben voilà, c'est ça qu'on fonctionne de ce côté-là. Par contre, euh, il y a des cliniques de fécondation in vitro qui recommandent aux hommes plusieurs mois avant les tests de fécondation, avant les essais de fécondation in vitro, de prendre un certain cocktail d'antioxydants pour justement peut-être être capable d'améliorer ces aspects-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que la fragmentation d'ADN, on la mesure d'un spermatozoïde, mais est-ce qu'elle date du spermatozoïde ou elle date au début, pendant la spermatogenèse, dans le testicule? Hmm. C'est un petit peu le problème qu'on peut avoir aussi à ce niveau-là. Fait que, en gros, il n'y a rien à faire, quoi. À part prendre un petit peu de coenzyme Q10, des antioxydants et. Je veux pas dire qu'il n'y a rien à faire. OK. Ben, Encore c'est en train quoi d'abord qu'il y a à faire? C'est ça que j'essaye encore de trouver les façons. Je veux pas dire, je crois pas. Je suis convaincu qu'il y a quelque chose à faire encore. C'est juste qu'on n'a pas encore mis le doigt sur le beau bobo. OK. Fait qu'il y a des affaires à faire pour améliorer la qualité spermatique, mais on ne sait pas encore c'est quoi, Ouais, c'est ça. en gros. En gros, c'est ça. Fait que là, ce qu'on essaye de faire, c'est avec les différentes techniques, que ce soit l'insémination intra-utérine, on va rajouter une petite dogue de perlimpinpin là-dedans, ou même chose pour la fécondation in vitro. On va rajouter un petit quelque chose. Les hommes qui ont un problème plus au niveau de la motilité ou de spermatozoïdes qui ont tendance à s'épuiser rapidement, ben, euh, dans les premières années, ils rajoutaient un petit peu de caféine dans les milieux.
À cette heure, ils ont mis d'autres choses plus spécifiques que la caféine, mais qui ont sensiblement le même effet sur la motilité, justement pour améliorer les taux de fécondation, puis ça fonctionne. Mais partir de l'échantillon, puis si on veut dire, ben, il va y avoir une fécondation naturelle, là, c'est peut-être plus compliqué un peu à ce niveau-là. Mais je ne suis pas prêt à lancer la serviette encore. OK. Ben merci. On se fie sur vous là, pour avoir des réponses dans une couple d'années. Ben, OK. j'espère. Merci beaucoup. Tenez-nous au courant si vous trouvez quelque chose. OK? C'est clair, je vais l'annoncer. Je vais être assez content, je vais l'annoncer partout. Mais moi, j'ai envie de vous demander, puis là, en ce moment, c'est un sujet épineux, là, question de financement. Pensez-vous que le financement que vous recevez est à la hauteur de vos désirs de recherche? Ben non, c'est sûr. Non. Vous Complètement êtes limité non. par ça? Ah oui, beaucoup, que ce soit du fédéral ou du provincial, mais c'est surtout les organismes fédéraux, là, l'Institut de recherche en santé du Canada, les IRSC. Ils ont eu des coupures il y a quelques années. Puis une façon aussi de couper, c'est de juste pas augmenter les budgets, parce que tout a augmenté de toute façon. Mon petit anticorps que j'achetais avant pour 200 $, à ce temps, il en coûte 600. Et mon personnel de recherche, ben, lui aussi, les salaires ont augmenté. Fait que, Mhm. c'est sûr que le financement n'a pas suivi. Fait qu'ils ont des taux de succès euh, c'est décourageant. Il y a des chercheurs qui ferment boutique justement parce que le financement, que ce soit en fertilité masculine, féminine, ou en neurologie ou en oncologie, le financement en général, il a beaucoup diminué. Puis c'est dommage. Vous dites que le financement pour la fertilité en général, pas nécessairement pour la fertilité masculine. Comme fertilité masculine, mais c'est encore une fois, c'est l'enfant pauvre. Hein. Fait que Mhm. Oui. Mais moi, il y a une question qui me gruge depuis le début de l'épisode, là, justement par rapport au fait que l'infertilité ou la fertilité masculine, c'est l'enfant pauvre de l'infertilité. Ouais. Je trouve qu'il y a une belle contradiction ici parce que, là, messieurs, on va se le dire, mais quand il y a un problème de santé masculine, normalement, on le règle. Puis, Oui. la santé de la femme, probablement étant beaucoup plus complexe que la santé globale des hommes, moi, je trouve que c'est l'enfant pauvre de la santé en général, la santé de la femme. OK? Les études tardent, le financement n'arrive pas, on est peu écouté, on est prise pour des folles, etc., etc. Je ne rentrerai pas là-dedans, OK? Faites-moi pas dire des choses que je ne veux pas dire. Non, ben c'est ça. Fait que là, comment ça se fait que quand on a un problème de fertilité masculine, on n'en parle pas. Ah mon Dieu, il faut pas aller là. Il faut faire comme si ça n'existait pas. Est-ce que c'est une question d'orgueil masculine? Non, j'aurais pas tendance à dire une question d'orgueil. Mais on va y aller de façon générale. Les problèmes de fertilité au niveau de la population, en gros, il n'y a pas de financement parce qu'il n'y a pas un problème. Tu sais, les gens ils ont tendance à dire, ouais, mais on ne meurt pas de ça. Ouais, mais ça non plus, on n'embarquera pas là-dedans aujourd'hui. Non, Là. c'est ça. Non. Mais c'est juste là. Puis au point de vue santé de la femme, il y a un gros manque présentement pour la recherche en santé des femmes. Puis ça, ben, on lève le flag assez bien, que ce soit à l'université ou auprès des organismes subventionnaires, au point que là, ils sont en train de penser peut-être mettre un programme spécialisé pour le financement de certains projets de recherche en santé des femmes. Mais ce serait le fun qu'on ait aussi le même genre de choses pour la santé des hommes. Mais la santé des hommes, c'est juste au point de vue fertilité, question de spermatozoïdes. Ben là, ben, ils savent pas trop, ils connaissent pas trop ça. Puis, on a beau essayer de le rebattre plein d'histoires. Puis, de plus en plus, il y a des études qui montrent qu'il y a un lien, justement, entre la fertilité masculine puis je dirais pas qualité de vie, mais la maladie, c'est que souvent, les problèmes d'infertilité, ben, c'est le symptôme de quelque chose de plus grave qui s'est produit dans la personne avant. Fait que ça peut être, je dirais pas prémonitoire, mais est-ce que c'est le symptôme d'un problème ailleurs qu'on n'a juste pas encore détecté? Des corrélations entre les cancers, en général, là, pas juste cancer de testicule, mais cancer d'une personne et les qualités de son bilan spermatique, il y a de plus en plus de corrélations avec ça Ben aussi. voyons donc, oh, ouais. Le-
c'est quoi un article que j'ai vu la semaine passée? Il parlait, je pense, que l'espérance de vie était de 3 ou 4 ans moindre chez les personnes infertiles qui avaient des problèmes au niveau du spermogramme versus les autres hommes à côté. Ah, ouais. Fait qu'un Oui, homme qui n'a pas un bon spermogramme, par exemple, ça pourrait être, peut-être, ouais, un signe qu'il y aurait une autre problématique de santé qui se développerait ou qu'on découvrirait plus tard. ouais, Incroyable. ouais. Fait que, tu sais, on a tendance à vouloir compartimentaliser un petit peu la tête, le corps, après Ouais, ça, les organes génitaux. C'est la même personne en tant que telle, là. ouais, C'est le même personne qui se promène partout, là. ouais. Fait que s'il y a un problème à ce niveau-là, faut voir la personne dans son intégrité. Puis c'est ça la différence entre le médecin que lui, il fait tout l'homme dans toute sa personne, alors que nous autres, on garde juste un petit produit chimique dans une petite cellule. Mhm. C'est ce qu'on appelle la santé ou la médecine holistique, de Ouais, regarder le corps dans son ensemble, incluant le cœur, la tête, l'esprit et le corps physique, là, tu sais, puis pas juste ouais, regarder un organe à la fois. c'est ça. Puis tous les aspects psychologiques aussi qui peuvent être liés à ces choses-là. Est-ce que vous croyez qu'il y a un aspect énergétique ou psychologique qui peuvent avoir un impact sur la qualité des spermes? Ah, j'aurais tendance à dire que oui. Mais encore une fois, je n'ai pas vraiment de preuves, mais on est affecté, notre système, en fait, on pourrait quasiment dire oui, c'est juste que j'ai pas de preuves. On est affecté justement par les cycles circadiens, la durée du jour, tout ça, la température. Ça affecte, veut pas, le système hormonal. Puis l'hormone, bien là, on peut parler de testostérone, puis toutes les hormones qui vont stimuler la production de testostérone par les testicules, mais il y a aussi toutes les autres, mélatonine, prolactine, puis les autres hormones qui ont peut-être pas un rôle majeur à jouer, mais que la petite goutte de plus tout le temps, un petit quelque chose de plus qui va pouvoir finir par affecter justement la qualité spermatique. Tu sais, le sperme, tu as les spermatozoïdes, mais tu as tout le liquide qui vient autour. Puis le liquide qui vient autour, ben, il y a une grosse partie qui vient des vésicules séminales, une partie qui vient de la prostate. Si ta prostate est malade, il y a des chances que tu aies des problèmes aussi à ce niveau-là, là. Merci de nous amener sur la partie des hormones parce que c'était ma prochaine question. Le système, les hormones, hein? Je pense que ça, c'est encore une affaire qu'on peut associer davantage aux femmes parce qu'on parle des hormones féminines beaucoup plus qu'on parle des hormones masculines en général, dans les médias, dans les articles, dans les émissions qu'on regarde à la télé, dans les chroniques à la radio, etc. Je pense vraiment qu'on parle beaucoup plus, qu'on met de l'avant beaucoup plus les hormones féminines que les hormones masculines, avec peut-être raison parce que je crois, hein, encore une fois, que le système hormonal féminin est beaucoup plus complexe dans le sens où le cycle hormonal de la femme va durer, on va dire, 30 jours, alors que le cycle hormonal de l'homme, lui, dure 24 heures. C'est-à-dire qu'il se lève le matin, il est rechargé, il vide son énergie, puis là, il se couche le soir, puis hop, ça recommence le lendemain matin, tandis qu'à la femme, on a beaucoup plus de fluctuations au fil du mois. Mais ce que je veux dire avec ça, c'est que comme les auditeurs le savent probablement, je fais toujours des pré-entrevues avec tous mes invités et vous m'avez amené sur la piste de l'équilibre hormonal chez l'homme. Puis j'ai été vraiment comme surprise, étonnée de vous entendre parler de l'équilibre hormonal masculin parce que pour moi, on dirait que j'en avais jamais entendu parler. C'est comme si, surtout en fertilité, là, en tout cas, nous, personnellement, là, je me souviens pas qu'à un certain point dans notre parcours, dans nos tests, dans le bureau avec le fertologue, on nous a parlé de l'équilibre hormonal de mon chum. Je me souviens pas de ça. Mhm. Alors que vous sembliez me dire, Monsieur Leclerc, que c'est primordial comme priorité là, de regarder l'équilibre hormonal masculin. Fait que c'est quoi l'importance de l'équilibre hormonal pour la qualité spermatique ou pour une bonne santé du système reproducteur masculin? Ben, comment je pourrais dire ça? On voyait d'une façon générale, on parlait de l'homme, c'est sensiblement le même genre de choses que se produit chez la femme. Bien, tu as une petite glande à la base du cerveau, l'hypophyse, qui, elle, vient
activer, envoyer une hormone pour les testicules. En réponse à ça, les testicules, il y en a une de ces hormones-là qui va favoriser la production des spermatozoïdes, en affectant plutôt les cellules Sertoli puis les différentes cellules, alors que l'autre hormone va stimuler plus les cellules de Leydig pour produire de la testostérone. Une fois que la testostérone est produite, elle retourne dans le sang, puis elle va retourner au niveau de l'hypophyse pour dire, OK, il y a assez de testostérone, arrête d'en produire, ou bien il n'y a pas assez de testostérone, continue de stimuler les testicules pour qu'il y ait une production de testostérone. Là, ça, c'est simple, on parle juste de testostérone, mais il y a les autres hormones aussi qui vont être impliquées dans ça. Mais au niveau des testicules, la testostérone est produite sur place. Dans les testicules. Dans les testicules. Fait que les spermatozoïdes qui sont produits dans les testicules, la cellule à côté, ou juste la petite porte à côté, ben, eux autres sont en contact d'une concentration de testostérone qui est 100 fois plus forte que qu'est-ce qu'on va retrouver dans une prise de sang quand on va aller faire chez le médecin. Là. Puis c'est important qu'il y ait cette concentration-là 100 fois plus forte parce que les spermatozoïdes puis toutes les cellules autour qui aident à produire le spermatozoïde, ils ont besoin de ça pour qu'ils se développent. Fait que si on regarde un peu les gens qui faisaient beaucoup d'entraînement avec les stéroïdes anabolisants pour avoir des gros muscles, eux autres, tu donnais une testostérone artificielle. Mm-hmm. Fait qu'eux autres, cette testostérone artificielle allait au niveau de l'hypophyse, puis là, elle disait, ben là, il y a assez de testostérone dans le sang, arrête de stimuler tes testicules pour qu'ils en produisent plus. Fait que ce qui arrivait, c'est que les testicules, ils produisaient beaucoup moins de testostérone. Mais la concentration dans le sang était quand même plus forte que normalement, sauf qu'elle n'était pas 100 fois plus forte. Fait que les petits spermatozoïdes en formation dans le testicule, ils n'avaient pas accès à 100 fois la concentration qu'il y a dans le sang. Il y avait beaucoup moins parce que le testicule il est arrêté d'en produire. Fait qu'il ne produisait pas de spermatozoïdes. Ça, c'est le principe un peu de la contraception hormonale chez l'homme. Fait que c'est ce qu'ils retrouvaient. De toute façon, les gens qui s'entraînaient beaucoup, qui prenaient des stéroïdes anabolisants, bien souvent, ils étaient infertiles. Des fois, ça revenait quand ils arrêtaient les stéroïdes anabolisants, mais des fois, ça ne revenait pas. Mm. Il y a des problèmes un petit peu à ce niveau-là. Fait que, oui, c'est tout un système en équilibre. Il faut qu'il y en ait une production locale de testostérone dans les testicules pour être capable justement d'avoir la production de spermatozoïdes. Si les stéroïdes, c'est une forme de contraception hormonale masculine, mais tu sais, vous venez de le dire là, que des fois, c'est pas réversible. Là. Y en a-tu des contraceptions hormonales masculines réversibles qu'on le sait que comme c'est une contraception juste le moment où ils la prennent? Là, Présentement, il y a des études en cours. Puis ça, ben, le testostérone pour les stéroïdes anabolisants, c'est sûr que si on achète ça chez Google, sur Google, il y a des chances qu'on ait à peu près n'importe quoi. C'est sûr que ça vient de produits de laboratoires titrés, ben, c'est des analogues, c'est pas de la testostérone pure, c'est des analogues de testostérone. Souvent, c'est qu'ils sont plus efficaces que la testostérone. Puis là, il y a une panoplie de différents composés, différents analogues. Fait qu'il y a des études dans les années 80, justement, de contraception qui avaient été faites. Ils fonctionnaient très bien chez les Caucasiens, mais très peu chez les Asiatiques. Mais quand je dis qu'ils fonctionnaient bien pour la contraception. Mais par contre, même les Asiatiques, il n'y avait pas d'effet pour la contraception, mais il y avait quand même les effets anabolisants, musculaires, résistance, force, tout ça. Il y avait tous ces effets positifs-là. Maintenant, présentement, il y a des études en cours. Fait que c'est un mélange, un analogue de testostérone avec un analogue, je pense, c'est de la progestérone, qui mettent ensemble. Puis ça semble fonctionner très bien. Là, c'est des études de classe 2, je pense qu'ils n'ont pas encore commencé les études de classe 3. Mais ça a l'air d'avoir envie de fonctionner, puis ça serait réversible. Fait que c'est un petit peu de ce côté-là. Fait que ça dépend toujours un peu du produit qui est donné pour la testostérone. Fait qu'en prenant un jeu de deux hormones, c'est un peu comme les contraceptifs féminins, c'est des hormones eux autres aussi. Fait que des fois, estrogène, progestérone, puis quel analogue de progestérone ou d'estrogène qui va être utilisé, qui va faire que pour certaines femmes, un tel mélange fonctionne mieux que l'autre. Pour revenir à l'équilibre hormonal masculin, comment on fait pour analyser les niveaux d'hormones chez l'homme pour pouvoir détecter est-ce qu'il y a un déséquilibre et si oui,
ça va être quoi les solutions qu'on va pouvoir mettre en place pour rééquilibrer le tout? Euh, présentement, les méthodes utilisées, c'est la fameuse prise de sang. Puis là, qui va dire, ben, mais il y a tant de nanomolaires, de nanomoles de testostérone dans le sang. Puis en même temps, ben, il y a en même temps qu'ils font ces tests-là, ils regardent une certaine protéine qui va lier à la testostérone pour s'assurer qu'il n'aille pas trop tout le temps. Puis ça, ben, en regardant la grosseur des testicules, ils vont dire, ben, OK, il y a un taux de testostérone qui est normal, les tailles des testicules, le volume des testicules, c'est normal aussi. Puis tu regardes le spermogramme, tu dis, ben, ça a l'air normal aussi. Fait que dans le meilleur des mondes, tout va bien. Mais c'est lorsqu'il y a des problèmes, ben, on voit un taux de testostérone, ben, ils regardent le testostérone, mais s'ils se doutent d'un programme hormonal, ils vont regarder les autres hormones qui viennent de l'hypophyse, qui vont se rendre jusqu'au testicule. Fait que là, si on parle de FSH, on parle de LH, on parle de Oui, mais GNRH. LH, l'homme n'aura pas de LH? Oui. C'est la LH, justement, qui favorise la production de testostérone dans les testicules. FSH aussi, comme on dirait, je suis comme. C'est parce que FSH, LH, la femme a ça, là. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord, puis c'est correct, parce que ça reste une gonade. Puis même que ce soit dans l'ovaire ou dans le testicule, tu as des cellules nourricières un peu. Fait qu'on parle des cellules de granulosa dans l'ovaire qui viennent s'assurer qu'il y a un bon développement de l'ovule. Mais dans les testicules, ces cellules nourricières-là, on parle des cellules de Sertoli qui viennent s'assurer que les spermatozoïdes en production vont être bien nourris, bien accompagnés pour leur développement. Le LH, dans les cellules de l'ovaire, ben, on parle des cellules de la granulosa aussi, mais un autre type de cellules de granulosa, qu'eux autres vont aider justement à produire une fois qu'il y a eu l'ovulation, qui vont Mhm, aider à produire la progestérone. Mais mhm. dans les testicules, ces cellules-là, c'est les cellules de Leydig, qu'eux autres, ils vont prendre la LH, puis ils vont faire stimuler la production de testostérone à ce niveau-là. J'en reviens pas. Mais quand on parle du développement embryonnaire à un stade non différencié, quand on parle de la gonade, est-ce qu'elle va se différencier en testicule ou en ovaire? C'est les mêmes cellules qui sont là, mais dépendamment d'un petit déclic d'une hormone qui va être produite, pas d'une hormone, mais d'une protéine qui est produite euh, par le chromosome Y, qui est présent juste chez l'homme, ben, elle va permettre de décider, ben, OK, ça va être une cellule de Sertoli, ça ne sera pas une cellule de granulosa. Puis suite à ça, ben, ça va être une cellule de Leydig et non pas une cellule de granulosa ou de latex qui va permettre la formation d'un ovaire. Fait que on commence à la base, mais beaucoup plus loin. Puis ça, ben, c'est un de mes collègues ici qui travaille sur ces choses-là. Vous avez parlé qu'on peut regarder la grosseur des testicules d'un homme pour avoir un indicateur de quantité de testostérone. Toi, Simon, tu t'es jamais fait mesurer la grosseur des couilles, là? Non. Est-ce que ça devrait être une... Non, mais pour vrai, c'est une vraie question. Est-ce que ça devrait être une mesure, un test d'emblée quand un homme se présente en clinique de fertilité? J'imagine qu'ils ont fait un examen corporel assez général, même s'ils n'ont pas essayé de tâter tous les petits coins. S'ils voient que à l'œil, tu te dis, OK, ça a l'air normal versus. Mais, Ça, mais même à l'œil, là, M. Leclerc, il s'est ça a jamais l'air fait d'une olive, regarder, là. Non, non. ça a l'air d'une olive ou ça a l'air d'un petit pois, là. Oui, Oui, mais il n'y a oui. jamais personne qui a demandé à mon conjoint de se baisser les culottes, là. Non, non. Jamais. Ben, peut-être justement parce que les niveaux sanguins étaient corrects, fait qu'il n'y avait pas de suggestion pour dire d'aller plus loin. Ou bien Fait que... il avait dû Souviens-toi. regarder pour voir si les deux testicules étaient sortis, j'imagine. Je ne suis pas médecin, mais d'emblée, c'est le genre de choses peut-être qu'il avait fait. Fait que c'est correct de demander à la femme de faire une échographie endovaginale et une prise de sang, mais l'homme, on va lui demander juste une prise de sang, par exemple, mais pas de se baisser les culottes. Parce que quoi? Parce que l'homme, hein, c'est l'homme, c'est l'homme. Non, non, mais attends, là. Je n'embarquerai pas dans ce. Non! C'est juste moi qui me permets de faire un commentaire, Je là. veux juste remettre les choses en perspective. Souviens-toi, dans la saison 1, on a reçu Sébastien Haché, qui, lui, avait des problèmes au niveau de la testostérone. Oui, lui avait Et- une nasospermie, c'est pas pareil, là. Ils ont mesuré. Oui. Donc, ça se fait. Oui, Ça se fait pas tout le ça temps. se fait, mais ça se fait pas d'emblée. Non, c'est ça. C'est que lui, Sébastien Haché, il n'avait aucune production de testostérone, donc aucun spermatozoïde dans ses testicules. Ouais, ouais, ouais.
Fait que Non, non. lui, il a été vu par, je crois, un urologue. Fait que, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça. Ce n'est pas un test qui est fait d'emblée. Ah, Mais si on bref. Ouais. ils voient qu'il y a des spermatozoïdes, ils vont dire, ben, dépendamment de la quantité, s'il y a 2 ou 3 spermatozoïdes versus s'il y en a 150 millions, Mhm. ils ne posent pas trop la question, savoir si les testicules ils ont Mm. l'air non pas, là. Mm. OK. Moi, je veux juste me permettre un commentaire, puis on en a parlé tantôt, mais au niveau de la testostérone qu'on s'injecte, parce que moi, je me retourne quand j'étais jeune, là, 18, 19, 20, 21, 22, là, que je m'entraînais puis que je trouvais donc important d'avoir des gros muscles parce que je voulais sortir d'un bar puis tout ça. Puis tantôt, on parlait des choix de vie. Puis je pense que c'est juste important qu'on rappelle que ce que tu te mets dans le corps de façon artificielle peut avoir des impacts, des conséquences sur le long terme, notamment au niveau de la fertilité. Donc, faites attention. Je comprends que c'est important d'avoir des gros muscles puis vous voulez bien paraître, tout ça. Mais quand vous pensez un peu plus loin puis vous pensez à avoir une famille puis vous dites que ça va peut-être avoir des impacts là-dessus, faites juste faire attention quand vous mettez de quoi dans le corps. C'est juste un commentaire, mais c'est parce que je me souviens que je trouvais donc important quand j'étais jeune d'avoir des gros muscles puis il y avait juste ça qui comptait pour moi. Fait que, voilà. Mais t'as jamais pris de Non, stéroïdes? jamais, mais quand même. Tu sais, Ah. j'ai déjà eu l'option de le dire. Ben là, je veux-tu encore des plus gros muscles? Je vais-tu m'injecter quelque chose? Je connais des gens qui l'ont fait. Mhm. Faites juste faire attention. Mhm. C'est juste ça. C'est un commentaire. Mhm. Ouais. En espérant qu'il y ait des jeunes qui écoutent ça, hein? Ou des parents qui peuvent. Mhm. Peu importe. Sensibiliser leurs enfants. Ouais. Absolument. J'ai comme plusieurs questions méli-mélo, là. Pour les tests diagnostiques pour l'infertilité masculine, on a parlé du spermogramme, on a parlé de la fragmentation d'ADN, mais il y aurait aussi en anglais Computer Assisted Sperm Analyzer, le CASA. Oui. Et qu'est-ce que c'est ça, Monsieur Leclerc, un CASA? Un CASA, ben, c'est un appareil, une caméra qui regarde sur une lame. C'est une lame paramétrée dans le sens qu'on sait l'épaisseur exacte ce qu'il va avoir, le volume, ce qu'on va mettre des spermatozoïdes. Puis avec ça, ben, cette caméra-là permet de regarder toutes les petites cellules qui sont dedans, puis analyser individuellement chacun des spermatozoïdes, sa motilité. Motile, non motile, puis chacun à quelle vitesse il va. Fait que ça permet justement de voir si les spermatozoïdes ont un mouvement atypique ou pas. Parce qu'on parlait tantôt, en tout début, de l'hyperactivation. On peut regarder ça. Des fois, on peut le voir. Il y a certains cas, justement, si les spermatozoïdes ont subi un stress oxydatif. Si c'est assez fort, ça va stimuler. Si c'est trop fort, ça va tuer. Puis, avec toute la variation entre les deux, si on peut dire, là. Puis, le mouvement hyperactif il est différent du mouvement normal un peu d'un spermatozoïde. Un spermatozoïde normal, suite à l'éjaculation, il va bouger puis il va être capable d'être progressif. Il va avancer un peu comme ça, de façon saccadée, mais il va avancer de façon progressive. Alors que le spermatozoïde hyperactivé, quand on le regarde au microscope, ça va être complètement hiérarchique. Il va se promener un peu comme ça, mais avec une vitesse beaucoup plus grande. Hmm. Mais le CASA, il va être capable de permettre et il va regarder, je ne sais pas, à une fréquence de 60 images par seconde, il va regarder ton mouvement de spermatozoïde. Fait que là, il va être capable de dire, ben, au premier ou un soixantième de seconde, le spermatozoïde était là, un soixantième de seconde plus tard, il était là, puis l'autre après ça, il est revenu là. Fait qu'il va être capable de faire tout le petit chemin du spermatozoïde, puis il va être capable d'évaluer, ben, ton spermatozoïde, est-ce qu'il est capable de bouger en ligne droite, un mouvement linéaire, ou au contraire, un mouvement anarchique. Puis ça peut dépendre de ce qui rend le spermatozoïde de un à l'autre, ben, c'est toute la biochimie intracellulaire qui va se passer à ce niveau-là. Fait que ça permet de voir le pourcentage de motilité, la vitesse de chacun des spermatozoïdes. Si tu as 200 spermatozoïdes dans ton champ, il va analyser les 200 individuellement, puis il va arriver, il va te faire un beau bilan. Et de la vitesse moyenne des spermatozoïdes dans cet échantillon-là était, je ne sais pas moi, 100 micromètres par seconde. Donc, un dixième de millimètre en une seconde. Ou au contraire, si il va faire 10 micromètres par seconde, mais là, tu te dis, ben, c'est pas tout à fait normal. Fait que là, il y a certaines chartes, un peu, si on peut dire, maintenant, qui savent à peu près c'est quoi les vitesses normales. Avant qu'on utilise cet appareil-là, ben, c'était de façon subjective. Fait que tu mettais des spermatozoïdes dans sur une chambre, une lame de microscope là, avec une
une certaine épaisseur. Puis là, tu regardais les spermatozoïdes, ils bougent. Ah, ils bougent rapide, ils bougent pas vite, ils bougent lentement, ils vont reculons. Fait que c'était une façon un petit peu subjective qui était, puis qui pouvait varier d'un laboratoire à l'autre, mais aussi d'un technicien à l'autre. Alors que l'autre technique est beaucoup plus objective que, regarde, c'est ça, c'est ça. Fait OK, que 50% qui bougent, puis les autres ne bougent pas ou ils bougent mal. c'est quoi la différence de bord entre un CASA, ce que vous venez de nous expliquer, puis un spermogramme? Parce que moi, je pensais qu'un spermogramme, ça servait exactement à mesurer ce que vous venez de nous expliquer, là. Dans le spermogramme, il y a plusieurs facteurs qui regardent. Et ils regardent un peu, on va dire un peu l'examen macroscopique. Bon, ils regardent le volume de sperme que tu vas avoir. Ils regardent la densité, l'élasticité, un peu, ou est-ce que ça fait des agrégats, la couleur aussi qui peut être indicatif. Puis toutes ces différences-là, ça peut permettre de voir euh, quand c'est normal, ben là, tu peux rien dire, OK, ça a l'air normal, donc tout a de l'air à bien fonctionner, mais on ne sait pas plus. Mais ça peut dire, ben, la prostate, as-tu un problème? L'homme, as-tu une infection, puis y a-tu du sang dans le sperme, des choses comme ça. Fait que la couleur, fait que ça, c'est la portion macroscopique. La portion microscopique, ben là, tu prends une goutte de sperme, tu mets ça sur une lame de microscope, tu regardes, puis là, tu regardes. Ben là, tu peux compter le nombre de spermatozoïdes. Puis, de la façon, avant le CASA, ben, il était capable de dire, OK, ça bouge. Fait que là, il y avait sur une lame, il y avait un quadrillé. Puis là, il était capable de regarder la motilité. Puis pour dire, ben, OK, là-dessus, puis là, tu comptes. Bouge, bouge pas, bouge, bouge pas, bouge, bouge pas. Là, tu dis, ben, OK, il y a 60% des spermatozoïdes qui bougent. Bon, OK, tu as une motilité. Fait que là, ça s'était amélioré par la suite. Là, il disait, ben, ça bouge de qualité A, qualité B, C ou D. Puis là, ça, c'est un petit peu subjectif, un peu ça. Ça veut dire ceux qui bougent vite, ceux qui bougent pas vite. Fait qu'il, dans les petits quadrillés sur ta lame de microscope, il était capable, ben, il faisait un quadrillé en l'espace d'environ une seconde, là, sans dire que tu regardes ta montre, là, mais tu dis, ben, il a bougé à peu près de temps. Fait qu'il y avait beaucoup de subjectivité par rapport à ça. Alors que le CASA, lui, il regarde pendant une demi-seconde, puis à 60 images par seconde, il va dire, OK, ben là, c'est telle vitesse, et c'est tant de micromètres par seconde pour ce spermatozoïde-là, ou puis la moyenne de tous tes 200 spermatozoïdes, ça va être tant de vitesse. Fait que c'est ça, c'est plus objectif. Fait qu'avec le spermogramme, on regarde la quantité, on regarde après ça si ça bouge ou ça bouge pas. Ça donne une indication, parce qu'il y en a des fois que les spermatozoïdes ils vont bouger, mais ils n'avancent pas. Fait que tu vois juste le flagelle qui bouge, mais comme s'il n'y avait pas de force, puis il n'avance pas. Le CASA, il va te le dire, ça. Il va te dire, ben, c'est 0 micromètre par seconde. C'est aussi simple que ça. On y a-tu accès à ce test-là, le CASA, ici au Québec? Ah, il y a beaucoup de cliniques qui l'ont. Ah, ouais. Et ça, il y a beaucoup de cliniques qui l'ont. C'est rendu, c'est peut-être pas automatique, là, mais il y en a beaucoup qui l'ont. Fait que dans le fond, est-ce que ça se pourrait que un échantillon de sperme ait passé par le CASA puis que le médecin nous l'a juste pas dit? Oui. Ah, OK, OK, OK. Ouais, puis il va vous dire, il ne dira peut-être pas que la motilité a été mesurée par CASA, mais dans la clinique, souvent, ben, ils vont regarder juste pourcentage de motilité, puis il y en a qui s'en servent aussi pour dire, ben, il y a tant de millions par millilitre de spermatozoïdes, s'ils l'ont bien calculé. Mais c'est à peu près ça. Puis dans certains cas, ils vont vous dire, ben, si la moyenne, je ne sais pas, est de 50 micromètres par seconde, mais ils vont pouvoir vous dire, ben, sur les 50% qui étaient motiles, ben, il y en a un certain pourcentage qui était motile rapide. Là, ils ont des chartes pour dire, ben, plus que tant de micromètres par seconde, c'est des rapides, en bas de temps, c'est des lents. Fait que c'est un petit peu dans ça. Mais souvent, oui, ils vont faire. Ils iront probablement pas pour dire, ben, toutes les données paramétrées pour chacun des spermatozoïdes de l'éjaculat. Mais il va être capable de vous dire, il donne le bilan d'ensemble. Souvent, c'est le pourcentage de motilité, puis la concentration, puis c'est à peu près ça. Dans les causes d'infertilité masculine, on en a parlé un petit peu depuis le début de l'épisode. Donc, il peut y avoir des causes hormonales, il peut y avoir des causes génétiques, il peut y avoir aussi des causes, qu'on va dire, inexpliquées parce qu'il faudrait faire des tests biochimiques vraiment plus poussés. Mais il y aurait aussi des causes immunologiques et des causes... en fait, on n'a jamais parlé d'un varicocèle. Moi, je pense que je sais ce que c'est qu'un varicocèle, mais j'aimerais que vous nous expliquiez dans quel cas un homme pourrait développer un varicocèle et comment est-ce qu'on peut
guérir ça? Et quelles sont les autres causes immunologiques qu'un homme pourrait avoir comme étant une cause d'infertilité? Ben, si on commence par les varicocèles, c'est des varices. C'est des Hmm. varices sur la veine la veine testiculaire. Fait que t'as ton testicule, puis t'as ta veine qui est autour, et qui est toute enflée, comme une varice qu'on peut avoir sur les jambes. Puis ça, ben, ça se traite de façon chirurgicale au même titre que les varices qu'on a sur les jambes, là. Puis euh, pourquoi que la varicocèle, c'est une cause d'infertilité? C'est qu'elle apporte plus de sang au niveau du testicule. Puis le testicule, faut qu'il soit à une température plus basse que la température du corps. Fait que normalement, on parle d'environ 34-35 degrés, les testicules, versus le 80, le 37 degrés qu'on va voir dans le corps. Fait qu'il faut vraiment qu'il soit plus bas. Mais si ça apporte plus de sang, mais ça contrarie un peu justement cette baisse de température-là. Fait que la température des testicules vont être plus chaudes à cause qu'ils ont plus de sang, sont plus irrigués. Puis à part ça, ben, il y a aussi un stress. Souvent, ça vient avec une petite inflammation. Donc, il peut y avoir des facteurs inflammatoires, immunologiques qui vont venir aussi. Ben, pas immunologiques, mais plutôt inflammatoires qui vont venir avec ça. Ça peut Fait que, faire mal, hein? Les hommes qui ont des varicocèles, ça fait mal, je pense, hein? C'est douloureux. honnêtement, je ne sais pas, je me suis jamais posé la OK, question, là. je pense que Mais, oui. mais ça se soigne. Oui, oui, Fait oui. que ça se traite. Puis, des cas, justement, de la fertilité revient. Euh, Dans plusieurs cas, un bon pourcentage, en dedans de quelques mois suite au traitement de la varicocèle, la fertilité peut revenir de façon naturelle, OK. sans passer par des tests, pas passer par des tests, mais passer par des fécondations in vitro ou bien l'insémination intra-utérine. Fait que Mhm. c'est plus à ce niveau-là. Des causes immunologiques, on parle aussi immunologiques et infectieux. Euh, c'est, il y a ce qu'on appelle la barrière hémato-testiculaire, qui empêche justement le sang de passer directement euh, des veines vers le sperme. Justement, pour qu'il y ait un certain. Les molécules peuvent passer, les hormones peuvent passer, ces choses-là, mais pas le sang en tant que tel. Donc, pas les globules blancs qui vont qui vont envoyer des immunoglobulines, pour des anticorps. Mais dans certains cas, parce qu'il y a une grosse infection, ben, il peut y avoir des anticorps qui vont aller là. Puis les anticorps peuvent se coller sur les spermatozoïdes. Fait que c'est sûr que s'ils se collent ensemble, des fois, ils finissent par s'agglutiner. Les spermatozoïdes vont s'agglutiner ensemble. Ben, ça ne fait pas des enfants forts parce que ça en prend juste un qui soit séparé, qui soit capable de passer à travers la glaire cervicale, puis est capable de monter jusqu'au col de l'utérus, pas au col de l'utérus, mais dans les trompes de Fallope. Après ça, pouvoir se détacher du moton pour s'en aller féconder l'ovule. Fait qu'il y a un petit peu de tout ça qui peut arriver. Fait que ça, les anticorps, ça, il y a euh, il y a des cliniques qui peuvent le tester, ces choses-là, la présence d'anticorps anti-sperme, là, qu'on appelle. Ça peut être contre n'importe quelle protéine du spermatozoïde, là. Je dirais peut-être pas aléatoire, là, mais c'est généralisé. Euh, L'autre affaire aussi, euh, on- qui est plus du domaine infectieux, les oreillons. C'est bien beau, c'est bien cute là, quand on a 10 ans, là, avoir les oreillons ici, on a mal à mâcher, ça fait mal. Mais ça, c'est une affaire qui n'est pas dangereuse quand on l'a en bas âge. Mais après la puberté, ça peut créer un problème. Ça peut créer justement de l'infertilité qui est reliée avec ça. Fait que c'est toujours à faire un petit peu attention, au même titre qu'on peut dire la varicelle chez les jeunes enfants, c'est bien cute, les beaux petits pitons, là, mais quand on a ça à l'âge adulte, ça peut causer plus de dommages un peu. Fait que c'est un petit peu, c'est dans ce sens-là. Puis les causes immunologiques, infectieuses, ben, les oreillons, c'est un des exemples qui nous vient immédiatement à l'idée là, quand on pense les causes infectieuses pour l'infertilité. Mais je veux juste. Parce que je comprends pas. Comment les oreillons impactent la fertilité? Ben, les oreillons, en tant que tel, je ne connais pas vraiment la cause des oreillons, si c'est un virus ou quelque chose comme ça, probablement que c'est un virus, mais ça crée un problème inflammatoire. Puis, de cette façon-là, si c'est un virus, puis ça crée de l'inflammation, puis ça se rend au niveau des testicules, puis ça peut affecter justement la spermatogenèse à ce niveau-là. OK. Je pense qu'il y a aussi, en fait, une grosse. Je ne sais pas si on fait de la fièvre là, quand on a des oreillons, là, mais je sais qu'il ne faut pas qu'un homme fasse de la fièvre 3 mois avant un spermogramme ou 3 mois avant de faire une fécondation in vitro parce que la fièvre va avoir une incidence directe
sur la qualité des spermatozoïdes. Ça, je l'ai déjà entendu de par des abonnés qui m'ont raconté leur histoire, que là, ils étaient comme en gros test là, avec leur conjoint, puis que là, c'était le gros stress parce que là, le conjoint il avait eu une grippe, puis il avait fait de la fièvre, puis là, ça retardait le processus. Fait qu'il faut pas faire de fièvre parce qu'effectivement, ça a un impact directement sur la qualité des spermes. Ben, ça fait du sens, ça va un peu dans la même chose parce que Ouais. entre le début de la production de ton spermatozoïde par la spermatogenèse dans le testicule versus qu'est-ce qui va arriver au moment de l'éjaculation, le 3 mois, ça pourrait ressembler un petit peu à ça. Par rapport au traitement, en terminant, M. Leclerc, par rapport au traitement pour tenter de contrer l'infertilité masculine, autre les inséminations intra-utérines, la fécondation in vitro, qui pourrait inclure la méthode ICSI pour la fécondation in vitro, est-ce qu'il y aurait autre chose que vous pourriez suggérer, proposer, conseiller pour traiter ou contrer l'infertilité masculine? Présentement, c'est les 3 seules façons de faire, malheureusement. À part que de jouer sur les habitudes de vie, mais même là, comme on a parlé tantôt, les aspects épigénétiques, c'est un petit peu compliqué à essayer d'effacer les marques négatives à ce niveau-là. Fait que pour le moment, c'est les 3 seules techniques qu'on peut se rabattre justement pour contrer l'infertilité. Sinon, on embarque dans les autres histoires que c'est pas contrer l'infertilité, c'est mettre une patch dessus, c'est l'adoption ou c'est quelque chose comme ça, là. Donc, ça n'a pas rapport, là. Non, 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 c'est ça. Tu sais, c'est sûr qu'on en a parlé là, au fil de l'épisode, mais justement, de peut-être faire des bilans sanguins, hormonaux, d'essayer de changer ses habitudes de vie, comme vous l'avez dit, de peut-être prendre des suppléments. Tu sais, moi, j'en ai eu des témoignages là, de femmes qui me disent hey, ben, mon chum, depuis qu'il prend ce produit-là ou ces suppléments-là, il y a eu une amélioration notable de la qualité ou de la mobilité de ces spermatozoïdes. Tu sais, encore là, vous l'aviez dit, c'est pas parce qu'il y a plus de mobilité que ça augmente la fertilité des spermatozoïdes. Fait que, tu sais, il faut faire attention, je pense, au terme ou à ce qu'on peut avoir comme impression, comme mentalité, vision, je sais pas quel mot utiliser, là, mais... Fait que oui, on peut s'aider, mais il n'y a jamais aucune garantie, dans le fond. Non. Honnêtement, malheureusement, à date, on est encore rendu à ce point-là. En terminant, comme dernière question, M. Leclerc, ça serait quoi votre plus grand désir dans l'évolution de la fertilité masculine à court, moyen et long terme? Hey. Ben, ça serait plus, là, je parle plus pour le long terme, c'est si on était capable justement de renverser ces problèmes-là, connaître les causes pour pouvoir dire, OK, on, on efface le passé, on est capable de recommencer à zéro, avoir une bonne fertilité malgré tout ce qu'on a fait quand on était jeune, puis on est capable de revenir à zéro, mais malheureusement, la vie nous montre que c'est pas de même que ça fonctionne, que ce soit pour tous les domaines. Tout ce qu'on peut se dire, c'est se fier sur le passé pour essayer de l'améliorer, mais on ne peut pas revenir en arrière. Euh, Moyen terme, euh, c'est sûr, je vais prêcher encore pour ma paroisse. Euh, on ne sait pas tout encore qu'est-ce qui se passe dans le spermatozoïde au moment de la fécondation. Tu sais, on parlait, avant, on pensait que le seul but du spermatozoïde, c'est de féconder pour transférer son noyau, son matériel génétique, puis là, après ça, ben, ça finit là. Là, on est capable de voir, ben non, les effets paternels peuvent avoir des effets là-dessus. Puis là, on parle de fragmentation d'ADN, mais c'est sûr qu'il y a les aspects génétiques, mais ça, on ne rentre pas dans ça. Euh, L'aspect fragmentation d'ADN, les marques épigénétiques, comment qu'on peut faire pour mieux comprendre le rôle justement des spermatozoïdes, parce que c'est important pour le développement du fœtus et puis du bébé par la suite. On commence à connaître, ben, à en savoir un peu plus sur ces aspects-là. Fait qu'on n'est pas juste le géniteur, mais le géniteur, oui, mais il y a quelque chose d'autre à faire. C'est pas juste pour mettre pour féconder l'ovule. Fait qu'il va avoir un effet à plus long terme. Puis c'est ça, c'est de connaître
vraiment qu'est-ce qui se passe. Des collègues qui regardent, puis mieux comprendre le principe de la spermatogénèse pour être capable de voir si tel facteur, telle drogue, ça peut affecter un peu la fertilité, le développement, la production de spermatozoïdes, puis le développement par la suite. Mais tous les aspects aussi, on peut penser, il y a beaucoup des études qui se font. On parlait tantôt les traitements qu'il y a dans les cas de cancer testiculaire ou même de cancer en général. Faire une biopsie du testicule, garder ça dans l'azote liquide congelé pendant quelques années, puis après ça, les retransplanter à la personne, à l'enfant, une fois qu'il guérit, pour pouvoir retrouver sa fertilité. Ça, c'est sûr, c'est des cancers pédiatriques là, que je parle, parce que les cancers, un adulte, ben, ils vont prendre des échantillons de sperme, ils vont congeler le sperme pour dire, ben, on va l'utiliser après ça par insémination. Mais chez les enfants prépubères ou à peine pubères, qui n'ont pas encore de spermatozoïdes pour pouvoir congeler du sperme, ben, est-ce qu'on pourrait prendre des échantillons de testicules, des biopsies? Puis il y a des études qui se font là-dessus. Puis chez les souris, ça fonctionne, les rats aussi. Les singes, ça a envie de fonctionner. Fait qu'on se rapproche tranquillement, pas vite, pour voir de quelle façon que ça pourrait aider un peu à reprendre certaines fertilités qui causées, pas de façon génétique, mais causées par des traitements de chimiothérapie et autres qui peuvent affecter complètement la qualité testiculaire. Bien, Monsieur Pierre Leclerc, professeur titulaire au département obstétrique de gynécologie et de la reproduction de la faculté de médecine à l'Université Laval, un énorme merci d'avoir été avec nous pour cet épisode. J'espère que vous allez avoir appris beaucoup de choses à nos abonnés. En tout cas, vous nous avez appris énormément de choses. C'est ça, la spermatogénèse puis la qualité spermatique, ce n'est pas quelque chose qui nous est enseigné dans une clinique de fertilité, encore moins à l'école. Fait que un gros merci d'avoir été là avec nous. Puis, merci de faire ce que vous faites. Merci de faire toutes les recherches. Continuez, parce que nous aussi, on va continuer d'essayer de faire connaître la cause de notre côté. Puis, en espérant vous recroiser ou être en contact avec vous à nouveau pour un autre projet, qui sait. C'est moi qui vous remercie. C'est une très belle opportunité. Ça fait partie de notre travail. Oui, le travail universitaire, mais le travail aussi personnel, comme quoi que ce qu'on fait, c'est peut-être juste une petite goutte dans l'océan, mais ça a des répercussions à un moment donné qui peuvent avoir beaucoup d'importance. Puis le fait de pouvoir le partager comme ça aux gens, puis enlever certains tabous qu'il peut avoir, c'est mon plus grand plaisir de faire ce travail-là. Merci beaucoup. Et merci à vous, chers abonnés, d'avoir été là, d'avoir été à l'écoute. S'il vous plaît, abonnez-vous à tous nos comptes. Abonnez-vous à YouTube, à Spotify, à Apple Podcast, parce que plus vous allez être d'abonnés sur nos plateformes, plus on va se faire connaître. Aussi. Oui, donnez-nous des notes, mettez-nous des thumbs up, des 5 étoiles, parce que c'est ce qui va nous faire ressortir aussi dans les recherches, puis c'est ce qui va nous donner de la visibilité, parce qu'en ce moment, c'est ce dont on a besoin, de la visibilité et d'être connu, dans le fond, là, d'informer les gens qu'on existe, parce que vous le savez, qu'on est loin d'être seul à vivre ça. Donc, voilà, partagez l'épisode si vous l'avez aimé. Merci beaucoup, puis au prochain épisode. Encore une fois, merci, M. Leclerc. Merci beaucoup.